Bonjour Étienne de Poncin. Bonjour Merci de madame. venir répondre à mes questions ce matin. C'est un témoignage exceptionnel que vous venez nous livrer. Vous êtes l'ambassadeur de France en Ukraine depuis 2019. C'est vous qui incarnez la France en Ukraine. Et vous avez choisi ce matin de venir nous dire ce que vous avez vu, ce que vous avez vécu, le récit aussi de ces 65 jours de guerre que vous avez vécu au plus proche des Ukrainiens. Vous n'êtes en France que de passage. Vous êtes arrivé hier et c'est donc la première fois que vous allez pouvoir livrer ce récit. On va revenir sur ce que vous avez vécu, ce que les Français là-bas et les Ukrainiens ont vécu. Mais d'abord un mot sur ce qui s'est passé hier. Alors que vous veniez justement de quitter Kiev, les bombardements ont eu lieu, alors même que le secrétaire général de l'ONU était présent sur place. Jusqu'alors, Kiev avait été plutôt épargné. Qu'est-ce que ça veut dire et dans quel état sont du coup les Ukrainiens là ? Merci Madame de Malherbe. Ça confirme que l'Ukraine est un pays en guerre et que depuis le 24 février à 4h30 du matin, il n'y a aucune zone qui soit protégée. Les missiles, on le sait, peuvent être frappés dans la totalité du pays. Lorsque nous étions à Lviv, il y avait aussi eu des attaques de missiles. Il y en a eu sur Kiev hier, il y en avait eu avant, mais c'est simplement la confirmation de cette réalité. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous continuons à déconseiller formellement à nos ressortissants français de se rendre en Ukraine. Ça veut dire qu'il n'y a aucune zone où on puisse se sentir protégé aujourd'hui en Ukraine ? Aucune zone, parce que les missiles russes sont capables d'atteindre la totalité du territoire. Les gens vont simplement mourir ici, les civils meurent avec nous, la ville est quasi effacée de la surface de la terre. Voilà l'appel désespéré du commandant de la 36e brigade des marines de Mariupol hier. Est-ce que Mariupol est en train de basculer ? Est-ce qu'il y a cette angoisse partout ? Nous sommes en train de mourir. C'est terrible parce que depuis 2 mois, comme vous l'avez rappelé, l'Ukraine, qui était un pays pacifique, sympathique, ouvert sur les autres, subit une agression terrible de la part de son voisin russe. Pour nous, notamment à l'ambassade, c'est évidemment dramatique de voir ce peuple souffrir comme il souffre, sans justification particulière. Toutes les villes sont frappées. Évidemment, vous avez mentionné Mariupol, qui est une ville martyre, mais il y en a eu bien d'autres. Donc c'est la continuation de ce drame qui dure depuis maintenant 65 jours. Monsieur l'ambassadeur, j'ai entendu quand vous avez dit depuis ce jour-là à 4h30 du matin. Quand vous le dites, contrairement à nous qui le disons de l'extérieur, c'est que vous avez regardé votre montre à ce moment-là et que vous savez précisément, vous l'avez vécu, vous y étiez, qu'il était 4h30. La vie de l'Ukraine, des Ukrainiens, mais aussi la vôtre en quelque sorte, ont basculé à ce moment-là. Est-ce que vous pouvez, a posteriori, nous dire ce que vous avez ressenti en ces premiers jours ? Et on va faire le récit aussi de votre déplacement. Vous aviez quitté Kiev, vous y êtes revenu. Mais d'abord, à 4h30 du matin ce jour-là, on pense quoi ? On pense que ça y est. Malheureusement, ce qu'on espérait éviter n'a pas été évité. Et donc, j'ai vu très concrètement les missiles s'abattre sur Kiev à 4h30, puisque la résidence est en hauteur, donc la vue était facile, était claire. Et donc, on a tout de suite réuni l'équipe. Nous étions préparés, nous savions que cela pouvait arriver. Donc, nos dispositifs de sécurité et l'ouverture de la cellule de crise, notamment, étaient préparés. Donc, tous les agents se sont réunis sur le site de l'ambassade. Quelle est l'urgence à ce moment-là pour vous, l'urgence, en tant qu'ambassadeur ? les premiers jours, ça a été évidemment de faciliter ou de permettre l'évacuation des Français, puisqu'il y avait encore 1700 Français sur le territoire ukrainien. Donc, il a fallu très vite voir comment on pouvait leur permettre ou faciliter leur sortie du pays. Au moment où on se parle, est-ce qu'il reste des Français qui souhaiteraient quitter le pays et qui n'y arrivent pas ? Alors très peu, ça peut encore arriver, notamment du côté de Kherson, il y a quelques cas très particuliers, mais globalement, depuis le 19 février, nous appelons les Français, donc avant même le conflit, nous appelions les Français à quitter le territoire ukrainien. Aujourd'hui, ceux qui sont en Ukraine sont souvent des Franco-Ukrainiens, voire des Français qui sont revenus malgré nos conseils, puisque nous avons simplement un pouvoir. Il n'y a pas d'interdiction. Nous déconseillons formellement, mais nous n'avons pas de pouvoir d'interdire aux Français. Donc il reste environ 200 Français sur le territoire ukrainien. Et les cas spécifiques de Français qui ne pourraient pas quitter l'Ukraine sont quand même très limités. On les compte sur les doigts d'une main. Vous disiez, 4h30 du matin, on se réunit, cellule de crise. Pendant quelques jours, vous restez à Kiev. Et puis, avec le danger qui avance, vous décidez le 28 février de déplacer l'ambassade de France, de partir vers l'ouest, à Lviv. Comment se passe ce moment ? Comment on prend cette décision et comment se passe ensuite ce trajet ?
C'est un moment compliqué, évidemment. La décision est prise par nos autorités, parce que tout au long de cette crise, nous sommes en contact régulier avec le Quai d'Orsay, journalier, avec la présidence de la République également. La situation était difficile parce qu'il fallait trouver le bon moment, le bon créneau. Vous vous souvenez qu'à cette époque-là, les Russes tentaient d'encercler, d'envahir Kiev. Ils pensaient d'ailleurs que Kiev tomberait en quelques jours. Le plan a totalement échoué de ce point de vue-là, mais la situation était très tendue. Donc sous la sécurité du GIGN qui était avec nous. Il a fallu identifier le bon moment, ce qui n'était pas forcément facile, et la bonne route. C'est vraiment tout d'un coup une fenêtre voilà, d'une heure Oui, un peu plus d'une heure, mais on a senti que c'était il fallait d'abord apprécier de savoir où allaient les frappes, où étaient les forces russes, donc des questions de renseignement, et puis trouver le bon moment et la bonne route, et surtout que notre convoi était chargé, si on peut dire, puisque nous avions aussi assuré la sécurisation de mes collègues ambassadeurs du Japon, de Belgique et aussi d'Italie. Donc nous étions un convoi d'ambassades qui ont quitté Kiev. Sous la responsabilité de la sécurité française. C'était le GIGN qui assurait la sécurité. Quand vous fermez la porte de l'ambassade, est-ce que vous vous dites on ne reviendra pas? C'est une manière en fait de baisser le drapeau, même si vous l'avez réhissé ensuite quelques heures après à Lviv? Ce fut un moment très, très émouvant, je ne vous le cache pas. Baisser le drapeau, retirer la plaque, partir. Il était 5 heures du soir, ce 28 février. Évidemment, on se dit qu'on ne reviendra pas. Moi, j'avais le secret espoir de revenir, parce que je crois que ce pays mérite le succès qu'il remporte actuellement. Je ne croyais pas que les Russes pourraient le subjuguer de cette façon. Mais évidemment, il y a beaucoup d'interrogations. Donc voilà, je pars avec la plaque, je pars avec les drapeaux. On fait une petite cérémonie et on prend la route, si on peut dire. Et vous le réhissez, ce drapeau, vous le réhissez à Lviv, où pendant donc quelques jours, jusqu'au 15 avril, vous avez déplacé l'ambassade. C'est de là que vous avez géré notamment aussi l'évacuation des Français qui partaient. Hein. Alors voilà, on l'a réinstallé à Lviv. Je crois que ce fut un geste très apprécié et très efficace de la part de nos autorités de décider de rester sur le territoire ukrainien. Nous avons fait ce choix-là. Donc à Lviv, nous sommes restés 7 semaines, ce qui a permis de continuer l'évacuation des Français, puisque nous avons fait partir beaucoup de bus depuis Lviv. Et puis, il y a eu quelques critiques à ce moment-là. Certains Français qui estimaient que ça n'allait peut-être pas assez vite, oui. Ils étaient seuls. Est-ce que vous avez pu les entendre ou est-ce que... On a fait le maximum. Nos compatriotes sont souvent critiques, c'est une de leurs caractéristiques. Je crois qu'on a fait énormément, on a fait beaucoup. On a essayé surtout de leur indiquer les voies de sortie. Par exemple, le train. Il s'est avéré, ce qui n'était pas évident au départ, que le train était une possibilité. Le train continue à fonctionner, a toujours fonctionné pendant cette crise. Donc quand on s'en est aperçu, on leur a conseillé de prendre le train. On a mis en place beaucoup de bus. On est resté en contact avec eux téléphoniques réguliers, notamment ceux qui étaient dans les villes bombardées comme Soumy ou autres. Globalement, on a pu évacuer, et je remercie notamment nos collègues de Paris, 1400 Français dans de très bonnes conditions relatives. Il n'y a eu aucun incident, si je puis dire, heureusement. Donc voilà, ça c'était la première mission, les premiers jours à Lviv. Et puis la deuxième, qui a pris de plus en plus d'importance, c'est d'apporter une assistance aux Ukrainiens, une assistance humanitaire, voir leurs besoins. Mais justement, en fait, vous êtes celui par qui tout passe. C'est-à-dire que les demandes, elles seront formulées à vous, l'ambassadeur, vous les transmettez à Paris, et ensuite c'est à nouveau par vous que ça passe quand l'aide arrive. Cette semaine encore, juste avant de repartir, vous avez rencontré mercredi Viktor Liasko, qui est le ministre de la Santé ukrainien, pour qu'il vous dise à vous les besoins qu'ils ont en matière d'aide humanitaire, et notamment la question des médicaments, de l'aide en matière de santé. Qu'est-ce qu'il vous a dit? De quoi il a besoin et qu'est-ce qu'on va apporter? C'est le gros avantage d'être resté sur place. C'est qu'on a ce contact régulier. Je vois les ministres très, très régulièrement, et ils nous fixent précisément leurs besoins. Et par exemple, le ministre de la Santé, il m'a indiqué qu'aujourd'hui, les médicaments, ils avaient à peu près ce dont ils avaient besoin, mais ils avaient besoin d'équipements chirurgicaux pour ouvrir des salles d'opération. Donc j'ai immédiatement transmis à Paris, et on va constituer un colisage de ce type de matériel. Et dans tous les secteurs, nous cherchons à nous adapter au plus près de leurs demandes. En fait, plutôt que d'apporter une aide spontanée, vous êtes celui par qui les demandes passent. Oui. C'est-à-dire qu'ils vous disent, voilà, nous, on a vraiment besoin précisément de ça. Absolument. Et en telle quantité. Absolument, c'est ce qu'on appelle la diplomatie du premier kilomètre et du dernier kilomètre. Le premier kilomètre, c'est recueillir les demandes, savoir exactement ce dont ils ont besoin, parce qu'il y a une aide considérable qui se déverse sur l'Ukraine. Il y a beaucoup de soutien international. Donc après, si on n'est pas
précis, si on ne répond pas exactement à leur demande, l'aide risque d'attendre en Pologne et ils ne viendront pas la chercher. Et puis après, évidemment, on est à l'arrivée pour remettre l'aide. Et par exemple, notamment, ils avaient un besoin de camions de pompiers avec des échelles, des grandes échelles. Il y a eu un élan de solidarité en France pour réunir 2 convois maintenant qui sont arrivés, qui ont traversé toute l'Europe. Et je les ai réceptionnés du côté ukrainien et la dernière fois à Kiev même, avec la vice-ministre. Au moment où on se parle, au moment où vous avez quitté Kiev hier, Étienne de Poncin, est-ce que les hôpitaux fonctionnaient? Est-ce que les maternités fonctionnent? Est-ce qu'il y a un accès à la santé à Kiev et dans le reste de l'Ukraine? Oui, il continue à avoir un accès à la santé. Évidemment, il y a des besoins. Il y a des besoins générateurs, justement, aussi. On en fournit. Il y a des besoins, mais globalement, l'accès à la santé continue. C'est assez étonnant. D'ailleurs, l'électricité a toujours fonctionné. Les trains, comme je l'indiquais, ont continué à fonctionner. Les hôpitaux continuent à fonctionner. Les maternités continuent à fonctionner, etc. L'administration fonctionne. Ce pays est extraordinairement résilient. Il y a eu un élan incroyable de levée en masse pour lutter contre l'agression russe. Et le pays fonctionne. Oui. Étonnamment, le pays fonctionne. C'est aussi le témoignage que vous pouvez nous livrer ce matin. Est-ce que vous-même, il y a eu des moments où vous avez eu peur? Peur pour votre vie, peur... Il y a eu des moments difficiles, disons. Il y a eu des moments éprouvants. Toute cette période est évidemment très éprouvante pour moi-même et pour mon équipe. Le vrai moment de crainte, je dirais, c'est justement ce convoi lorsqu'on l'a quitté et lorsqu'on est arrivé après 30 km au sud de Kiev. On nous a indiqué, il faisait déjà nuit, qu'on se rapprochait des lignes russes. Apparemment, il y avait des lignes russes, il y avait des tirs de roquettes, je ne sais pas exactement de quelle nature, mais là, c'était effectivement assez angoissant. Oui. Assez angoissant, et vous êtes ensuite revenu à Kiev, rouvrir l'ambassade. Je signale l'hommage que vous a rendu votre homologue ukrainien en France, c'est-à-dire l'ambassadeur d'Ukraine en France, qui a dit de vous: Étienne de Poncin a été le dernier à quitter Kiev et il est parmi les premiers à y revenir. Aujourd'hui, à quoi ressemble la vie à Kiev ? Alors la vie à Kiev, ce fut un choc de revenir, je ne vous le cache pas, parce qu'autant à Lviv, il y avait beaucoup d'animations, il y avait beaucoup de déplacés internes, donc il y avait beaucoup de monde dans les rues. Autant l'arrivée à Kiev le 15 avril a été un choc, surtout pour moi et pour mes collègues qui connaissions la ville avant le 24 février. Je rappelle que vous êtes ambassadeur de France en Ukraine depuis 2019. Depuis 2019. Et Kiev était une ville merveilleuse, je dirais, avec beaucoup de restaurants, une vie très, très agréable, des familles qui circulent dans les parcs, etc., sur les grands boulevards. C'est un pays fantastique, sympathique. Et revenir à Kiev avec les immeubles vides, les checkpoints partout, les sécurités, etc., ce fut un choc, même si la ville, pour l'instant, est préservée. La vie reprend doucement. On a vu, je suis parti hier, vous l'avez rappelé, on a vu les restaurants commencer à rouvrir, donc la vie revient, il y a une volonté de revenir, mais c'est vrai que c'est encore difficile. Et Kiev, évidemment, est dans une situation très différente de Kharkiv ou d'autres villes. Vous avez été dans la banlieue de Kiev, là pour le coup, où on parle de ville martyre, de Boutcha, bien sûr, mais vous êtes rendu également à Struy, qui est une ville de 60 000 habitants à 70 km au sud de Lviv. Là, il y a de très nombreux déplacés. Je voudrais qu'on parle aussi de tous ces déplacés, de ceux qui vivent l'exode. Qu'est-ce que vous avez vu et qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui ? Alors pour les déplacés, c'est effectivement très, très émouvant parce qu'on touche du doigt l'élan incroyable de solidarité interne à l'Ukraine, c'est-à-dire c'est des populations de l'Ouest qui accueillent leurs compatriotes de l'Est. Il faut savoir que souvent, d'ailleurs, elles ne parlent pas la même langue, puisqu'à l'Est, c'est plus le russe et à l'Ouest, c'est plus l'ukrainien. Et donc, il y a cet élan de solidarité interne absolument incroyable où toutes les familles ukrainiennes logent leurs compatriotes, il y a des soutiens, les municipalités se mettent en quatre pour les aider, pour leur trouver du travail, etc. Tout ça est relativement bien organisé. Ce pays est assez décentralisé, c'est-à-dire qu'en fait, les villes se défendent elles-mêmes. C'est le maire qui conduit la défense de sa ville, qui la met en défense. Ce sont des défenses territoriales qui prennent un peu le contrôle. Tout ça est assez décentralisé, mais globalement fonctionne bien. Et par exemple, la ville de Stry, elle est en contact avec un régiment qui se bat autour de Kiev, et elle l'alimente à la fois en nourriture ou récupère ses blessés. Enfin, vous voyez, vous avez ce type d'échanges qui sont très, très émouvants parce qu'ils témoignent de cette unité nationale pour repousser l'agresseur russe et cette volonté de tout un peuple de résister à cette agression
Vous avez dit d'ailleurs ce mot, vous avez dit succès. Vous avez dit je suis surpris du succès qu'ils remportent. Est-ce qu'on peut vraiment dire ça aujourd'hui, monsieur l'ambassadeur ? C'est bien sûr difficile à dire. Ils ont remporté de vrais succès, puisque autour de Kiev, la ville est maintenant libérée. Le plan de Vladimir Poutine, qui était de prendre Kiev en 3 jours, a totalement échoué. Donc ça, c'est un succès clair. Après, bien sûr, il y a le résultat final reste encore à examiner, mais globalement, la résistance est de plus en plus forte. Ils sont de mieux en mieux armés. Ils sont aussi sans doute plus efficaces dans leur méthode militaire. Y compris grâce à la France, qui envoie de nombreuses armes, qui forme les soldats. Y compris grâce à la France, y compris grâce à beaucoup d'autres partenaires. Donc, ils sont de plus en plus efficaces aussi dans l'utilisation des armes. Donc, c'est vrai que j'ai quitté l'Ukraine hier, mais il y a un sentiment de confiance actuellement dans l'idée que chaque jour qui passe, en fait, les rapproche ou les rapprocherait d'un possible succès. Confiance. Vous dites le mot confiance. Je crois que oui, ils sont confiants. Quand on regarde, par exemple, les statistiques, le chef d'état-major des armées ukrainien est plébiscité à 98%. Donc, les Ukrainiens pensent à 85% qu'ils vont l'emporter dans ce conflit. Est-ce que les autorités, vous le disiez, vous voyez les ministres presque tous les jours, est-ce que les autorités estiment qu'on en fait suffisamment ? Alors, elles trouvent qu'on n'en fait jamais suffisamment, c'est normal, et à leur place, on serait dans la même position, mais je crois qu'ils ont quand même été très, très impressionnés par l'aide, par le soutien politique, par les sanctions aussi, même s'il faut sans doute aller plus loin. Vous savez qu'il y a un nouveau paquet de sanctions qui va être discuté au niveau européen, mais globalement, ils sont, je pense, satisfaits de la réponse du soutien qui leur est apporté. On a envoyé des armes, on en envoie encore davantage depuis cette semaine. Et puis, il y a des Français qui ont décidé spontanément d'aller rejoindre. On en parlait beaucoup au tout début de la guerre, de cette levée spontanée d'un certain nombre de Français qui ont décidé d'aller combattre aux côtés des Ukrainiens. Est-ce que vous avez des nouvelles de ces Français ? Est-ce que vous pouvez nous dire... On n'a pas de nouvelles et on ne cherche pas à en avoir parce que, comme je vous l'ai dit, nous déconseillons formellement. Donc, ce sont des Français qui viennent malgré nos conseils. Nous ne soutenons absolument pas ces initiatives. Donc, ils savent très bien, donc ils ne se présentent pas à nous. Ils ne vont pas prendre contact avec l'ambassade. Il peut avoir, dans certains cas, parce que certains veulent rentrer, si j'ai bien compris, donc dans certains cas, ils se tournent à ce moment-là vers nous pour essayer de voir comment ils peuvent sortir du pays. Mais globalement, nous ne cherchons pas à avoir de contact. Et encore une fois, nous déconseillons. Mais à ce moment-là, quand même, monsieur l'ambassadeur, quand ils viennent et qu'ils vous disent « je veux rentrer », vous les aidez ? Oui, si vous leur souvent dites, ils ont des problèmes de passeport. Non, bien sûr, si ils ont besoin d'un passeport ou quelque chose comme ça, on leur fait un laissez-passer d'urgence. Mais en tout cas, évidemment, Mais vous continuez à déconseiller fortement, vous nous l'avez dit. Absolument. Et nous ne souhaitons pas du tout ni avoir de contact avec eux. Mais vous ne savez donc pas s'il y en a qui sont blessés ou qui même ont péri ? Pour l'instant, non. On n'a aucune information de cet ordre-là. Monsieur l'ambassadeur... Je pense qu'il n'y en a pas qui sont morts, parce que sinon, on le saurait. Ça, vous l'auriez su. Les Ukrainiens nous l'auraient dit, je pense. Oui. Mais bon, pour l'instant, non. Encore une fois, comme nous n'avons pas de contact et que nous déconseillons formellement leur venue, c'est difficile à dire, et difficile d'évaluer leur nombre, d'ailleurs. On sait qu'Emmanuel Macron envisage de se rendre sur place. Est-ce que vous l'y encouragez ? Est-ce que vous pensez que que c'est attendu par les Ukrainiens ? Oui, il est attendu, il le sait. Vous savez qu'il est en contact presque journalier avec le président Zelensky depuis de longs mois, bien avant la crise. Donc, bien sûr qu'il est attendu, bien sûr qu'il le sait, et je crois qu'il envisage de venir, oui, c'est très certainement. Il était venu juste avant la crise, je vous rappelle, le 9 février et le 8 février. Et il avait été à la fois à Moscou et à Kiev, bien sûr. Monsieur l'ambassadeur, j'ai entendu plusieurs fois le mot ému, c'est émouvant. On vous sent vous-même très marqué par ce que vous vivez en ce moment, que vous allez revivre à nouveau dans quelques jours en y retournant. Comment on vit avec ça et quels sont les échanges qui vous ont le plus marqué ? C'est très émouvant, je dirais, de voir cette nation ukrainienne se défendre face à cette agression injustifiée. Il faut voir qu'il n'y avait aucune raison pour la Russie d'agresser de cette façon-là sur l'ensemble de son territoire avec ces moyens abominables, ces atrocités qui ont lieu à Boutcha ou dans d'autres endroits. Où vous vous êtes rendu, vous étiez lundi à Boutcha. C'est un peuple pacifique. Par moments, on se demande mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ça, pour mériter ce niveau d'hostilité, d'agressivité, de haine, surtout qu'il n'y avait aucune haine entre les Ukrainiens et les Russes. Beaucoup d'Ukrainiens ont de la famille en Russie. La plupart parlent la langue russe. Donc,
pourquoi être agressé de cette façon-là, sans aucune justification? Les accusations aussi de nazisme. J'ai passé 2 ans en Ukraine. L'Ukraine n'est absolument pas un pays de nazis. Il n'y a même pas d'extrême droite dans le Parlement. Au contraire, il y a une partie du Parlement qui est constituée de partis pro-russes. Tout ça est profondément choquant. La négation aussi de l'histoire de la culture ukrainienne, qui est une culture riche, qui est une culture initialement paysanne, qui traverse les siècles, qui est proche de la culture russe, bien évidemment, mais qui n'est pas la culture russe. Cette négation de cette nation ukrainienne, je trouve, est profondément choquante. Et ce qui est émouvant, c'est de voir comment justement ce peuple, face à l'agression, s'est constitué en nation et lutte, prend les armes. Je parlais de cette solidarité incroyable, alors qu'il subit ces atrocités, comment il se lève en fait face à l'agresseur. Et pour nous Français, ça m'a rappelé les soldats de l'an 2, c'est-à-dire la Révolution. Pareil, un peuple qui se lève face à une agression. À l'époque, c'était les Prussiens, et qui combat et qui rencontre le succès à la fin. Oui, c'est profondément émouvant d'être en Ukraine durant ce moment-là. Oui. Monsieur l'ambassadeur, merci d'avoir réservé ce matin ce témoignage, ce récit de ces 65 jours de guerre. Vous retournerez bien sûr à Kiev. Vous êtes l'incarnation de la France en Ukraine. Merci à vous et je veux retenir votre mot de confiance. 8h53 sur RMC et BFM TV.